Alors, ce que nous voyons actuellement, c'est que les structures politiques s'adaptent à cette nouvelle situation. Au cours des dernières années, il y a plusieurs tentatives d'influencer l'intégration économique. Et la question fondamentale étant de voir dans quelle communauté asiatique nous souhaitons voir émerger de cela. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je n'en citerai qu'une seule qui est directement liée à la perspective stratégique de la région, à savoir quels sont les pays qui devront participer à ce processus d'intégration régionale. Et cela a également des répercussions sur le nouvel équilibre qui devra être créé dans cette région pour faire face à la puissance croissante de la Chine. Alors, en général, il y a trois axes de pensée. Tout d'abord, c'est l'axe avancé par la Chine. L'ASEAN, donc il y a 10 pays et on estime que la Chine et la Corée devaient être le véhicule principal pour cette communication. Deuxième axe de pensée, c'est que l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande devraient participer à ce processus. Et le Japon s'est prononcé en faveur de ce deuxième axe, donc ce groupe élargi, donc non seulement les 10 pays de l'ASEAN, mais également l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et qui a fait l'objet de nombreuses discussions, surtout dans la phase préparatoire du sommet des pays de l'Asie du Sud-Est en 2005. Et je pense que cette attitude peut se baser sur des économies de marché, la démocratie, l'ouverture. Et pour cela, il est important d'inclure d'autres pays. Et il y a maintenant 16 membres donc, qui discutent dans les différents forums donc, de la question de savoir combien de pays devraient être ajoutés à cette discussion. Le troisième axe de pensée estime que un tel groupement devrait également inclure les États-Unis. Et le forum de l'APEC, donc la coopération économique entre l'Asie et le Pacifique, qui vise une coopération régionale qui regrouperait les pays de l'Asie et les régions du Pacifique, y compris certains pays du continent américain, et qui jouerait un rôle crucial dans la stabilité des pays de l'Est asiatique. Mais au fur et à mesure que cette idée d'intégration progresse, il n'est pas étonnant de voir que le débat aux États-Unis prend de l'ampleur concernant une implication, un engagement plus important dans cette coopération régionale. Des discussions sur la participation directe des États-Unis se déroulent et ne font pas toujours l'unanimité parmi les pays de l'Asie de l'Est. Et quelles seront les répercussions maintenant sur voilà donc les différents éléments qui ont des répercussions sur la sécurité dans la région. Et j'aimerais parler encore de plusieurs éléments qui ont également leur influence dans la discussion sur la gouvernance globale. Ma première observation, c'est de voir que la gouvernance régionale et mondiale sont étroitement liées. Je pense que ça, c'est un point que Thierry de Montbrial a déjà mentionné dans ses remarques d'ouverture. Et ensuite, le système régional que nous allons mettre en place va avoir des répercussions forcément sur le système mondial. D'autre part, tout ce que nous entreprenons sur le plan mondial aura des répercussions sur le plan régional. Et je disais déjà que notre région en Asie est à la recherche d'un nouvel équilibre, souhaite viser cet équilibre régional qui ne peut se faire sans tenir compte des puissances émergentes dans un cadre de coopération mondiale. Ensuite, je voudrais parler de l'importance de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. De nombreux collègues l'ont déjà mentionné hier. L'importance croissante des économies émergentes a été reconnue maintenant dans le contexte de la crise économique et financière que connaît le monde depuis l'année dernière. Et on peut dire que
ces économies asiatiques sont en train de s'adapter aux nouvelles réalités. Et nous avons vu que le sommet de Pittsburgh, donc le G20, est devenu le premier forum pour la coopération économique. Et on demande à l'intervenant d'abréger. Je vais avancer très rapidement maintenant, dit M. Limora. Je voulais parler encore de quelques questions liées à la sécurité et à la politique, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'élément le plus important à cet égard. Car en fait, la composition du Conseil n'a pas connu de changement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors on peut se demander si il est encore légitime. Il n'y a eu aucune initiative visant à réformer le Conseil de sécurité après la demande faite par l'Inde, le Brésil et l'Allemagne. Donc il est important maintenant de l'adapter à une nouvelle vision du monde. Et ma dernière remarque saute aux yeux, puisque je veux parler de l'importance des citoyens qui participent à la décision politique, qui doivent avoir une vue globale. Et je devrais dire encore que les approches basées sur les démocraties, l'ouverture des commerces sont déterminantes. Et sur cette toile de fond, j'aimerais conclure maintenant mes observations et souligner une fois de plus l'importance critique des dialogues interrégionaux qui doivent se dérouler. Par exemple, l'importance de l'ASEAN et la collaboration avec l'Europe, les dialogues entre l'Asie et l'Europe, l'Asie et le Proche-Orient, qui doit donc pouvoir faire participer davantage de personnes et d'institutions. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Mora. Merci beaucoup. Et désolé d'avoir été un président extrêmement dur. Voilà des perspectives fort intéressantes en ce qui concerne l'Asie orientale. Nous pourrions peut-être revenir sur certains de ces points. Vous avez mentionné la Corée au début, mais le principal problème de sécurité qui se pose dans la région. Actuellement, ces conflits réunissent non seulement le Japon, la Chine, mais également la Russie et les États-Unis qui cherchent à gérer ce problème. Voilà donc un problème essentiel.